Premier sujet à l'ordre du jour, délégation du conseil municipal au maire. Alors, dans l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, autorise le conseil municipal à déléguer au maire un certain nombre de compétences dans le but d'assurer une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes. La délégation est strictement limitée au domaine énuméré, on va voir tout à l'heure, elle s'effectue sous le contrôle de l'Assemblée par une communication lors des séances du conseil municipal des décisions prises par le maire en vertu de la présente délibération. Premier point, donc, qui est proposé de déléguer l'arrêt et la modification d'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tout acte de délimitation des propriétés communales. En point 2, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune. En 3, de procéder dans les limites des crédits budgétaires votés annuellement en recettes de la section d'investissement du chapitre 16 à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur au seuil de contrôle de la légalité. En fait, le seuil est actuellement de 214 000 €. De décider de la conclusion et de la révision de l'ouvrage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres afférents, de créer, modifier, supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'annulation de grève de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers, justice, experts. En 12, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme pour la commune en droit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'alignation d'un bien, d'intenter au nom de la commune des actions en justice et de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, y compris en cas de dépôt de plainte, et de transiger avec des tiers dans la limite de 1 000 €, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 5 000 €, de donner l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une ZAC et de signer la convention en précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De prendre les décisions mentionnées relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement et de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations d'agrément. De demander à tout autre organisme financier l'attribution de toutes les subventions les plus hautes possibles de fonctionnement et d'investissement pour tout programme d'un montant inférieur à 1 million €. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, l'acquisition et l'édification des biens municipaux pour les opérations ou les montants de travaux pour des biens communaux liés par voie électronique. Donc je vous propose de décider que ces délégations seraient consenties et prendront fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal, qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, les attributions déléguées susmentionnées seraient donc exercées par un adjoint dans l'ordre des nominations. Si je suis absent ou empêché, donc le premier Arthur, dans l'ordre. Et que les décisions relatives ayant fait l'objet de la délégation prise par le maire feront l'objet d'information à la réunion du conseil municipal qui fera suite. Y a-t-il des questions? Oui. Je souhaitais intervenir. Nous ne sommes pas du tout favorables, de manière générale, au principe de déléguer au maire les pouvoirs normalement conférés au conseil municipal.
Nous vivons actuellement une crise de la démocratie, où l'exécutif n'est plus en phase et à l'écoute de la population. Ce décalage introduit une défiance envers nos institutions. La municipalité est le premier maillon de la chaîne exécutive, la plus proche du citoyen, et c'est donc par elle que peut revenir la confiance dans les élus, à condition bien sûr de maintenir le lien démocratique. La crise sanitaire nous a montré qu'aujourd'hui, comme demain, il faudra s'adapter en permanence et innover. Les solutions face aux difficultés que nous rencontrons se trouvent en collectif, par la concertation. Il est donc plus que jamais important de travailler en équipe. Encore peut-être plus à l'échelon local, car c'est l'échelon qui est le plus mobilisé dans la crise. Or, le système de délégation consiste à confier des pouvoirs, au départ conférés à une assemblée, la nôtre, entre les mains d'une seule personne, pendant 6 ans, sans se donner la possibilité de revenir en arrière. C'est complètement contraire au principe du travail en équipe et au principe démocratique. C'est justement ce que beaucoup de jeunes reprochent au système actuel, et c'est pour cela qu'ils ne se déplacent pas pour voter et que la confiance n'est plus là. Vous avez écrit aux jeunes pendant la campagne pour les inciter à aller voter. Le meilleur moyen de les faire retrouver le chemin des urnes, c'est justement de revenir à un niveau de démocratie fort. Ce système de délégation revient à travestir la démocratie et laisse la porte ouverte à un exercice autoritaire du pouvoir. On peut comprendre que certaines délégations, comme créer des régies comptables ou réaliser des lignes de trésorerie dans des limites raisonnables, soient attribuées car elles font partie de la gestion des affaires courantes de la commune. Mais nous proposons de nous en tenir au strict minimum pour montrer aux Renanais que la transparence et la concertation seront des préoccupations centrales du mandat. Il nous semble important que la politique foncière de la ville reste une compétence du conseil municipal et que celui-ci reste décisionnaire en matière d'urbanisme. Les décisions foncières ne sont pas à prendre d'urgence, elles ne rentrent pas dans le cadre de la demande d'immédiateté de la gestion des affaires courantes. Ainsi, par exemple, il ne nous paraît pas opportun de donner la délégation, de donner l'avis de la commune préalablement à l'intervention de l'établissement public foncier de Bretagne, sachant que celui-ci a vocation à favoriser le développement durable, de la lutte contre l'étalement urbain, qu'il intervient en faveur du logement social et qu'il contribue à la protection des espaces naturels et agricoles. Le rôle de l'EPF de Bretagne est d'autant plus important que le PLU de Saint-Venant a été jugé comme à risque pour l'environnement dans un arrêté préfectoral de la DREAL en 2016. La délégation prévoit aussi de confier au maire la compétence de la réalisation des emprunts. C'est cette délégation qui a conduit un certain nombre de villes à contracter par le passé des emprunts toxiques. Cette actualité encore récente des pratiques financières et des collectivités territoriales en matière de recours à l'emprunt a incité l'État à publier, le 25 juin 2010, une circulaire interministérielle qui donne un cadre et des recommandations. Elle demande d'écrire des délégations très précises concernant la stratégie d'endettement de la collectivité et les caractéristiques des contrats qu'elle autorise à la signature. Elle recommande fortement de limiter la durée de la délégation à l'exercice en cours. Et elle précise que toutes les délégations insuffisamment précises, trop larges, pourraient être sanctionnées par le juge administratif. Ainsi, celles qui se réduisent à transcrire les textes des articles du CGCT peuvent être entachées d'illégalité. Elle propose des modèles types de délégation. Ainsi, la délégation numéro 3 ne répond pas à tous les critères vivement recommandés par l'État et présente un risque pour la collectivité. Ainsi, chers collègues conseillers, pouvons-nous accepter de signer un ensemble de délégations alors même que l'État nous demande d'exercer notre responsabilité et notre vigilance afin de protéger notre collectivité d'un risque avéré? Que nos concitoyens réclament haut et fort de la transparence et de la concertation. Pouvons-nous accepter de donner une carte blanche sur des compétences aussi importantes et accepter de minorer notre rôle d'élu alors qu'au cours des mois précédents, nous avons revendiqué vouloir être les relais de nos concitoyens? Quel rôle aurons-nous si nous ne débattons pas
en conseil, par exemple, de l'ouverture ou de la fermeture d'une classe. Nous ne sommes pas pressés. Prenons le temps d'examiner une à une chaque délégation, d'écrire un cadre suffisant pour celles qui relèvent de l'efficacité de la gestion des affaires courantes et maintenons un bon niveau de démocratie. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres déclarations? Je vous propose de passer au vote. Que ceux qui valident ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention.